Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vincent de réplique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carabine USM1A1 de la marque King Arms. Vous l'attendiez tous depuis maintenant près de 2 ans. La voici enfin sortie en version Airsoft. La première chose qu'il faut savoir, et qui fait un petit peu mal, qui risque d'en dissuader pas mal d'entre vous, c'est le prix. Sans les frais de port, sans les frais de douane, 500 €. 500 €? Oh putain! On va rajouter 80 € de frais de port, on va rajouter 100 € de douane. Je continue? Oui? Allez, je continue. Le chargeur, si vous en rachetez d'autres, c'est 50 € à l'unité. Donc, admettons que vous vouliez avoir un minimum de chargeurs autour de vous, ça va vite revenir cher. Y a encore quelqu'un? Hello? Public? T'es où, public? La version normale, avec crosse pleine, qui ressemble à celle-là, c'est la Marochine, coûte 100 € de moins. Côté données techniques, la réplique pèse 2450 grammes, sans le chargeur, puisque le chargeur à lui seul pèse 540 grammes. Putain, un demi-kilo là-dedans. Ce qui nous donne un résultat de presque 3 kilos, un petit peu plus, alors que la vraie fait 2750 grammes. Faute de réalisme, quel dommage. Celle-là est plus lourde que la vraie. Bon, pour ce prix-là, on peut imaginer qu'on a un paquet d'accessoires fournis avec. Je sais pas, des chargeurs supplémentaires, une tige de nettoyage... Hein? Y a pas tout ça? Petit aperçu de l'unboxing que j'ai fait. Tout d'abord, la boîte, on voit bien que c'est de chez King Arms. Ça reste dans la même gamme que celle de la Thompson, de la même marque. Différence entre la boîte parade et la boîte classique, le autocollant en bas à droite qui précise le modèle. Allez, on va pouvoir découvrir la tonne d'accessoires. Hashtag déception, hashtag pénétration, hashtag hémorroïde. Aucun accessoire avec la réplique à part le papier de verre que j'utiliserai jamais. Même pas une tige de nettoyage des bourrages, hein. Même dans la notice, ils font référence à la tige qui irait bien avec cette réplique et ils disent non incluse. Non mais allô quoi? Combien ça coûte de fabriquer une putain de tige de nettoyage? Pas d'échantillon de billes non plus. Bon, pour le gaz, on peut le comprendre. C'est hors la loi de faire passer d'un pays à l'autre des bonbonnes de gaz. Et aussi, dernier accessoire, la clé Allen pour les chargeurs. Mais c'est quoi cette connerie? Il y a même pas ça. Bon allez, on se calme. Pour ce prix-là, on peut quand même espérer avoir une puissance correcte. Non mais c'est pas vrai, mais ils se foutent de notre gueule. J'en ai marre. En fait, si vous le pouvez, demandez à ce qu'on vous expédie les versions soit italiennes et japonaises qui sont bridées à 300 fps ou alors canadienne qui est bridée à 366 fps. Ah, je me sens pas bien moi. On a une puissance qui est un peu trop élevée pour pouvoir être utilisée en partie. En tout cas en Europe. Parce que c'est du semi-auto, donc on a le droit à 400 fps maximum. L'avantage, entre guillemets, qu'on peut avoir sur le fait que la carabine M1A1 est plus chère que la carabine M1 tout court, c'est que à l'époque, il y avait des millions d'exemplaires de M1 tout court et que 150 000 exemplaires de M1A1, cross-para donc. Donc ben voilà, ça fait une sélection et on n'aura pas 150 millions de M1A1 et à l'opposé, ben, on ira plus facilement, en tout cas ceux qui n'ont pas forcément de préférence iront plus facilement vers une crosse pleine. Ceci dit, j'ai entendu dire, après, je sais pas si c'est un argument marketing ou quoi, que la crosse para était en édition limitée. Ça, j'en sais rien, c'est ce que King Arms a dit à un moment sur un de ses posts Facebook. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien.
On verra bien. Alors gros problème, comme ces chargeurs sont plus longs que les chargeurs originaux, comme on peut le voir ici, vrai chargeur faux. Voilà. On a une jolie petite différence. Alors la question que vous vous posez tous, c'est comment faire pour trimballer ces chargeurs. Oui, j'oubliais. Plus long et plus large. Et là, ça se voit beaucoup. Plus long, plus large. On parle de moi là en fait. Alors oubliez tout de suite les porte-chargeurs de ce genre. Parce que non, ça passe pas. Voilà, vous n'arriverez jamais à les faire rentrer, à moins d'adapter un porte-chargeur spécialement pour. Alors après, j'ai essayé plusieurs types de porte-chargeurs. Celui-là, sur la crosse, enfin, en type classique, ne passe pas, ça c'est sûr. Vous avez ceux-là, qui se passent au ceinturon, comme ceci. C'est des Rigor Made, ils sont appelés. Vous pouvez, ça passe pour 1, éventuellement 2, 3, c'est pas la peine. Parce que là, si vous les mettez dans ce sens-là, non, ça passera pas. Si vous les mettez dans ce sens-là, oui, là, ça passe. Pour 1, pour 2, on va vite voir. Je vais le tester en direct, je me souviens plus du résultat. Non, ça passe pas. Là, comme ça, c'est pas bon. Donc, avec le bouton pression, niet. Pour un seul, ok, pas deux. Et encore, le 1, vous avez des chances de le perdre, je pense. Ensuite, il y a les poches. Ça, c'est porte-chargeur de Thomson 20 coups. Là, ça passe nickel, heureusement. Mais, 1, si vous en mettez plusieurs là-dedans, ça pèsera lourd. Et de 2, il y a moyen que ça se barre sur le côté. Si là, j'arrive à rentrer un chargeur sans problème, c'est qu'il peut sortir sans problème aussi. Et enfin, dernière solution, prendre un Rigor Made avec une petite fistouille qui ne tient pas, il faut faire un putain de nœud. Là, vous pouvez en mettre 2, quand même 3. 3, faut serrer un peu. Mais, comme c'est vous qui gérez, on peut fermer sans problème. Ça a l'air de tenir à peu près correctement. Donc, meilleure solution, c'est porte-chargeur Rigor Made avec suspente. Et si vraiment vous voulez être sécure à ce niveau-là, bon, à part les mettre dans les poches, hein, moi c'est ce que je ferais pour ma part, parce que c'est pas ça qui manque, hein, les poches ici, c'est de mettre dans la pochette Thomson 7 push Rigor Made. Là au moins, vous êtes tranquille, vous risquez pas de les perdre. Même si c'est pas accessible dans l'immédiat, on va dire. Le chargeur peut contenir 15 billes. Et je pense qu'il doit y avoir un petit rodage à faire parce que, on le verra plus tard, mes billes ne remontent pas à tous les coups. Le chargeur est très dur, c'est pas forcément facile à remplir sur le terrain, mais je trouve qu'il n'est encore pas assez dur. Parce que y a des billes qui restent coincées de temps en temps, ça me fait surtout ça sur un chargeur. Donc peut-être il y a du rodage à faire, peut-être j'ai une petite aspérité dans le puits de chargement. Ça, je vais voir ça avec le temps. Oh, puis surtout, ne pas laisser les sparklets de CO2 engagés trop longtemps dans le chargeur. Parce que ça bousille les joints. Moi, les joints, je les fume, c'est pour ça que j'ai du mal à en trouver. Je suis toujours à la recherche d'un joint pour un de mes chargeurs de Colt 1911 KWC 1100. Je sais plus, 100 anniversaire là. Parce que j'en ai un qui est bousillé en pièces de rechange, c'est juste impossible à trouver. Donc ne laissez pas vos sparklets plus de 48 heures engagées dans le chargeur. Oh putain, qui a vu ma douille encore? Quand j'ai reçu mes chargeurs, donc 3 chargeurs, j'ai dû consommer 3 sparklets de CO2. Pour rien. Parce qu'en fait, je mettais la sparklet, ça faisait dans tous les sens, j'avais beau serrer comme un malade, il se passait rien. Je pense que le pas de vis a besoin, là aussi, d'être rodé avec de la pression. Il y a tout un dépôt métallique qui s'est barré, la peinture aussi, sûrement. Et en fin de compte, après avoir eu cette petite mésaventure, plus de problème. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour insérer la sparklet, on dévisse la vis, sans blague. On va mettre la sparklet comme ça.
Et on va revisser tranquillement jusqu'à sentir la résistance. Non, c'est trop facile de faire un jeu de mots là-dessus. Et après, on va tourner très vite, sans pression, sans stresser, comme vous pouvez. Voilà, je viens de perdre la moitié de la cartouche. Parce qu'il y a plus de 360 degrés à faire pour qu'elle soit correctement étanche. Pas serrer trop fort non plus. Là, j'ai serré juste ce qu'il faut. Et il faut vraiment pas serrer comme un dingue parce que sinon c'est les joints ici qui vont prendre cher. La crosse repliable est composée d'une partie métallique, ainsi que la plaque de couche, et d'une partie en cuir, qui est ici, qui est très bien reproduite. En fin de compte, juste cette crosse coûte 100 €, puisqu'il y a 100 € de différence entre la version normale de la carabine USM1 et cette version-là. On a un ressort dans la crosse, ici, qui va maintenir en place la crosse, sauf qu'avec le poids des chargeurs, ça tient pas. Mais sans le poids des chargeurs, ça passe, il n'y a pas de problème. Là, c'est un petit peu du mal, on va dire. Mais après, cette crosse-là, elle est chiante, parce que si vous appuyez sur cette main-là, ça fait ça. Idéal pour tirer dans les coins. À la libanaise. Ouais, ça peut. A noter sur la crosse, j'ai dû rajouter l'huilier qui n'était pas fourni avec. Et l'huilier, pour le faire passer, j'ai dû y aller au marteau. D'où la petite trace ici. Donc, ne comptez pas vous en servir très souvent, et en même temps, vous n'en aurez pas besoin, c'est de l'airsoft. Puis de toute façon, pour lubrifier, il y a d'autres solutions, hein. D'autres moyens. Et on a une partie avec ressort au bout, c'est la plaque de couche. Pourquoi ? Pour que, quand vous la repliez, ça puisse se ranger. Sauf que là, ça tient pas, parce qu'il n'y a pas de pression, parce que c'est pour dans la housse, on imagine. En parlant de housse, il y en a une qui existe en copie, vous pouvez toujours essayer, hein. Mais non, ça ne passe pas. Encore moins avec les chargeurs, vous me direz, mais j'ai jamais réussi à fermer. Après, oui, ça passe dans la housse, mais je ne peux pas verrouiller les boutons pression, ça j'ai pas réussi. Alors que pour la Donix, qui lui ressemble beaucoup, ça passe. La réplique, vous l'aurez deviné, est en blowback. Ça crée des petites sensations, c'est bien sympa, ça fait un bruit sec, contrairement à la version Maruchin que j'ai déjà présentée, où là on avait strictement aucune sensation lors du tir. Là ça bouge un petit peu, on va dire. C'est vraiment sympathique, c'est un gadget en plus, hein, c'est pour ça que c'est en CO2, mais c'est vraiment sympa. Au moins elle me provoque une érection, pas l'autre. Après vous aurez pu remarquer quand j'ai tiré tout à l'heure, et que je vais le refaire ici, c'est qu'il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Ici, mon chargeur, heureusement, n'a pas de bille, sinon mon mur n'aurait pas kiffé, et je peux tirer à l'infini, à vide. On ne peut pas dire que ce soit une faute de réalisme parce qu'à l'époque on avait les deux, arrêteur de culasse et pas d'arrêteur de culasse. La preuve en image. Hop. Et voici une autre dotée d'un arrêteur de culasse. En fait, il semblerait, j'en suis quasiment sûr, que c'est le chargeur en lui-même. Ici on peut voir sur le vrai chargeur, sur un chargeur original, qu'il n'y a pas d'ergot là. Donc la culasse, c'est dans ce sens là que ça va, la culasse se refermera et glissera tout simplement sur l'ergot, enfonçant légèrement la planchette élévatrice. C'est pareil sur le système Airsoft, on n'a pas d'arrêteur de culasse. Alors pour seconde-guerriser cette réplique, j'ai utilisé exactement la même méthode que pour l'autre carabine. Pour rappel, le lien de la vidéo en question est dans la description. Pour résumer, œilleton qui remplace la hausse, tenon de baïonnette, au revoir, et j'ai bouché 2 des 4 trous. Ça se voit un petit peu, mais au moins de loin ça se voit pas. Après on peut toujours changer le carton en supérieur, hein, mais il faut trouver un qui a à peu près la même couleur que le reste. Parce que vous pouvez le voir, le bois est de très bonne qualité. Ce bois en fait il est très shakespearien. C'est du être. Être ou ne pas être, seconde guerre.
Telle est la question. Donc je ne vais pas toucher au bois, pour moi il est très bien comme ça. Il commence déjà à prendre quelques coups, c'est parfait. Parce que, mine de rien, il va s'abîmer au fur et à mesure. Et après, là ça deviendra intéressant de le patiner, donc de remettre du brou de noix, ou carrément de la peinture noire, qui est passée après avec du chiffon. Alors par contre, pour adapter l'œilleton, j'ai un petit peu plus galéré que pour l'USM1 classique de chez Maruchin. Pourquoi ? Parce qu'on a carrément un ergot au milieu, comme on peut le voir sur la photo ici, et cet ergot-là, il a fallu que je le vire. Ou alors garder la hausse d'origine, qui n'est pas compatible Seconde Guerre mondiale, et qui cache en plus le marquage qu'on a sur l'arrière de la réplique. C'est dommage, parce qu'en plus ce marquage il est beau. Et d'ailleurs j'étais étonné, parce qu'en fait, c'est pas de la peinture qu'on a, c'est du bronzage. Cette réplique est bronzée. Après peut-être que la crosse en elle-même est peinte. Mais en tout cas le reste, non, c'est du bronzage. Ça, franchement, je suis bluffé. Canon externe ? Je sais pas, non, peinture. Mais le reste, non, bronzage. Ça, c'est beau. Franchement, je comprends pourquoi ça coûte cher. Une petite fonctionnalité qui peut avoir son importance, la sécu ici, qui est mécanique, qui bloque la détente. Là, je ne peux pas tirer, et là, oh, miracle, je peux tirer. Il y a un arrêteur de culasse, il est manuel. Hop, voilà. En fait, c'est la petite goupille ici qui sert d'arrêteur de culasse dans un petit tranchée ici. Après, dans le porte-chargeur, vous pourrez placer autre chose que des chargeurs originaux. Vous pourrez placer des sparklets, également la clé pour pouvoir insérer la sparklet dans le chargeur. Ceci dit, le porte-chargeur, pour le mettre à cet endroit-là, j'ai un peu galéré. Donc prenez un porte-chargeur en copie. Un original, vous risquerez franchement de l'abîmer. Je vais passer 5 bonnes minutes à galérer comme pas possible, à y aller au tournevis pour le mettre. Il y a une toute petite couture qui s'est décousue, mais ça tient. Là, c'est bon, le truc il bouge plus, il est bien maintenu comme il faut, donc il faut qu'il soit bien à l'arrière. Si vous le mettez à ce niveau-là, c'est même pas la peine, le truc il va se barrer en couille, il va pas tenir. Au final, malgré que c'est très étroit, eh ben, mes efforts n'ont pas été vains. Hein ? Gros petit détail à faire attention, le guidon a une vis, ici, et c'est la seule vis qui retient ce guidon. Si cette vis se dessert, vous le perdez, tout simplement, il va se barrer. Donc, faites attention, ce sera dommage de le perdre. Je pense qu'un original peut passer dessus, sur le canon, mais je ne suis pas sûr, et j'ai pas envie d'essayer. Et on va maintenant passer à un petit ta gueule. Non, il y en a un qui disait que mon chargeur était trop long pour être réaliste, et que du coup, c'était pas réaliste. Il m'énerve. Pardon. Nous allons maintenant passer au test de tir en extérieur. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un vieux pot de lait, ce qui fait qu'on va entendre quand je taperai dedans, si j'y arrive. Voir le bloc.
Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique. J'espère qu'elle vous aura plu. La réplique et la présentation en tant qu'à faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, un clic sur le bouton s'abonner, et puis un clic sur le bouton partager. Très important. Pour vous, c'est rien. Pour moi, c'est beaucoup, tout simplement. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation, de réplique ou d'uniforme. À voir. Salut!